Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Actualité au Togo. Ce matin, ont débuté les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat, première partie. À la veille de cet examen, notre rédaction s'est intéressée aux mesures sécuritaires prises par la direction des examens et concours pour éviter d'éventuelles fuites. À chaque examen, la grande inquiétude du candidat s'articule autour du contenu de l'épreuve. Qu'y a-t-il sur ce papier taché du noir emballé? Une interrogation qui donne la frisson et beaucoup d'imagination au candidat, créant des fois un séisme total au sujet de son niveau d'aptitude. Alors, comment sont prises en charge les épreuves d'examen jusqu'à la découverte surprise au jour J par le candidat en salle d'écrit? Nous sommes dans les locaux de la direction des examens et concours du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, où nous tournons cette vidéo amateur. Derrière cette porte hermétiquement fermée, nous découvrons un monsieur, seul, enfermé. C'est bien le directeur des examens et concours. Un bureau en état d'un véritable atelier. L'imprimeur, c'est lui. Le machiniste, c'est lui. L'arrangeur des épreuves, c'est encore lui. En un mot, il est le seul ouvrier de l'atelier. Mais pourquoi ne se fait-il pas aider? Pour la sécurité de l'examen, parce que toute personne devait tenter de partir avec un sujet et d'aller vendre. Raison de sécurité des épreuves peut-être. À côté, nous avons un salon très occupé par des enveloppes d'épreuves. Des épreuves du baccalauréat première partie qui sont déjà en tas, prêtes pour être convoyées dans de différents centres d'écrit. Dans l'atelier, aucune trace du contenu des épreuves. Ça, c'est mon incinérateur. Si un sujet n'est pas réussi, une feuille n'est pas réussie, je viens, je mets. Alors, celui qui va passer du temps à recoller tout ça, il faut au moins un mois pour une page. Cette direction, en elle seule, organise près d'une dizaine d'examens chaque année et le processus reste le même pour empêcher toute fuite. Aurions-nous bien voulu poursuivre notre tournage secret sur la multiplication et la mise en enveloppe des épreuves dans le bureau de monsieur le directeur? Oui, bien sûr. Mais notre caméra amateur nous lâchera trop tôt. Alors, fatigué, parfois, Le parti politique Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire a convié ce week-end les journalistes pour un déjeuner de presse. Occasion pour les premiers responsables du parti de se prononcer sur l'actualité socio-politique du Togo et d'ailleurs plus de précisions dans cet élément de Dieudonné Seonou et Paul Aboti. Autour des plats au menu local, l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire entretient les journalistes sur les sujets de l'actualité sociopolitique, tant sur le plan national qu'international. La raison fondamentale donc, de cette rencontre, je crois que c'est lié à l'intensité des sujets qui meublent l'actualité nationale et internationale, et aussi surtout sur les problèmes relatifs donc, à la décentralisation. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité donc, la contribution d'un expert qui nous explique ce qu'est la décentralisation, surtout à vous, donc les journalistes, qui est constitué donc des médiateurs entre les acteurs politiques et la population, pour que vous puissiez mieux expliquer, pour que nous puissions comprendre mieux les enjeux citoyens donc de la décentralisation, que ce n'est pas un problème politique ni un problème politicien, et que c'est ensemble que nous allons réfléchir sur quel type de décentralisation nous voulons, quel est l'horizon, quel est le rythme. Ils ont trouvé l'espace. Après avoir salué la série d'activités inscrites au programme de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, la formation politique au but s'est exprimée entre autres sur des questions sécuritaires au plan national et sous-régional. Le dossier des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. La nécessité des réformes politiques et institutionnelles
l'économie et de la question des inégalités sociales passant par le dossier de l'emploi des jeunes à la problématique de l'Office togolais des recettes, OTR. L'autre sujet phare qui concentrait les attentions à ce déjeuner de presse était celui de la décentralisation. Au regard de l'intérêt que suscite le sujet, Obu a donc invité un expert en la matière pour un exposé détaillé sur la question de la décentralisation qui est au cœur des débats ces derniers jours au Togo. Nous sommes dans le cadre d'un État démocratique. L'État confère la souveraineté au peuple. Pour démarrer donc cette histoire de décentralisation, le ministère de l'administration territoriale a convié l'ensemble des acteurs politiques. Nous avons débattu. On a mis une commission en place. La commission a travaillé. La commission a estimé que pour avoir une vue plus claire donc de la décentralisation, allons chez les voisins pour voir comment les autres ont implémenté leur décentralisation. Des missions ont été envoyées à l'étranger. Ces missionnaires sont revenus, ils ont fait leur rapport. Il y a un rapport général qui a été élaboré. Il aurait fallu, me semble-t-il, si le bon sens est la chose la mieux partagée, de rappeler les partis politiques qui ont envoyé les gens dans cette commission qui a sillonné, si vous voulez, de la sous-région, et dire voilà les résultats. Et on engage un débat, on ouvre le débat. La société civile va être intéressée, la presse, tout le monde, pour que les gens comprennent. Parce qu'en fait, une politique de décentralisation mal engagée est source de perturbations, de troubles dans le pays. Je ne veux pas citer le pays dont il s'agit. C'est la deuxième fois que le parti politique d'Agueyome Kodjo organise ce genre de rencontre avec la presse, une manière pour les responsables du parti d'engager des échanges avec les professionnels des médias sur la position d'Obu face aux questions de l'actualité du pays. Il constitue un axe de concentration et de travail fécond pour l'avènement. Restons toujours au Togo. L'église méthodiste du Togo a désormais une nouvelle présidente. Élue à l'issue de la 8e conférence biennale de la dite église, la nouvelle présidente a été officiellement investie le dimanche dernier. Dieudonné Seonou et Paul Aboti. Un dimanche, pas comme les autres à l'église méthodiste du Togo, à son siège sur la paroisse Salem de Hanokopé. Culte solennel d'investiture de la nouvelle présidente de l'église élue à l'issue de la 8e conférence biennale. Révérende Pasteur Martine Grace Nadou Madé Dissou Lasson, vous êtes maintenant debout en présence de Dieu et de cette assemblée, investis avec autorité et munis de la parole de Dieu. En conséquence, nous vous déclarons solennellement présidente de l'Église méthodiste du Togo. À ce jour de Pentecôte où l'Église célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, la révérende pasteur Martine Grace Nadou Zissou Lawson, 58 ans, prend officiellement fonction devant une multitude de fidèles. Autorités politiques, traditionnelles et membres de l'Assemblée nationale. C'est elle qui prend désormais la tête de l'Église au Togo. Une cérémonie d'installation synonyme d'engagement pour l'œuvre de Dieu. La nouvelle présidente, au-delà de la joie qui l'anime, c'est ce qu'il attend vis-à-vis de la famille de Dieu. Je suis très ému et comme vous pouvez le penser, c'est un honneur et en même temps une responsabilité. Quand on prend des responsabilités, on se demande comment l'assumer. Mais heureusement que le Seigneur est là, il va nous porter et il fera le travail à notre place. L'essentiel, c'est que nous puissions suivre ses pas et qu'il puisse nous porter. Pour une première fois, une femme est élue à la tête de l'Église, un événement plein de sens selon la nouvelle présidente. Et surtout que la femme a été recalée pendant longtemps à un rang inférieur. Vous les hommes, vous comprenez ce que je dis. Mais quand la femme émerge, on fait tout pour la piétiner. Mais maintenant
que la culture est un peu développée et que les hommes comprennent que la femme est vraiment la complémentaire ou bien a un rôle complémentaire à côté de l'homme, je crois qu'ensemble, nous pouvons cheminer pour l'avancement du règne de Dieu et la gloire de son Seigneur. Le nouveau bureau de l'Église méthodiste du Togo est composé de 7 membres pour un mandat de 4 ans renouvelable. Chants et louanges à Dieu dans l'allégresse, voilà qui a donc caractérisé ce culte spécial d'investiture sur la paroisse Salem de Ranokop et ce dimanche de Pentecôte. Du Bénin, Ghana, la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'ailleurs, les responsables d'églises et sœurs sont aussi venus assister à l'événement. Actualité sur le plan africain, des protestations ont éclaté ce lundi à Nairobi devant les locaux de la commission électorale indépendante. La police a dispersé à coups de gaz les manifestants qui réclament la dissolution de cette commission avant les élections présidentielles prochaines. Nouvelle journée de protestation à Nairobi devant les locaux de la commission électorale indépendante. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau, des centaines de manifestants de l'opposition venus protester contre la composition de cet organe chargé de superviser les élections de 2017. Selon des reporters, la police a utilisé des matraques contre des protestataires lorsque ces derniers ont commencé à leur jeter des pierres. Le camp de l'opposition dirigé par l'ancien Premier ministre Raila Odinga dénonce une structure formée essentiellement des membres du parti au pouvoir. Les manifestants réclament une nouvelle commission électorale avant la tenue prochaine des élections. C'est le 3e rassemblement en moins d'un mois dans la capitale kenyane. Les élections législatives et présidentielles sont programmées pour août 2017 et le président Uhuru Kenyatta devrait être candidat pour un second mandat. En Angola, la baisse des prix du pétrole a entraîné la crise sanitaire. Les hôpitaux publics angolais ont de plus en plus de mal à remplir leurs obligations. Des salles d'hospitalisation archi-combes, plateaux techniques inadaptés, des malades qui ne cessent d'arriver, voilà le visage actuel des services publics de santé en Angola. Un aspect mis à nu par l'épidémie de fièvre jaune qui frappe le pays depuis décembre. Le système de santé publique angolais est gratuit. Mais avec la chute des prix du pétrole en 2015, les budgets des hôpitaux ont baissé de 50%. Nous sommes débordés. Il y a tellement de cas. Nous avons vraiment besoin d'aide, dit ce médecin. Il y a beaucoup de cas d'anémie avec la fièvre, la malaria et la diminution d'hémoglobine. Cela provoque l'anémie et nous sommes débordés puisque nous n'avons plus de poches de sang, par exemple. Des poches de sang pour transfuser. Nous n'avons plus de sang, ça pose vraiment problème. Selon l'OMS, l'Angola a enregistré 258 morts sur 618 cas confirmés de fièvre jaune. En guise de réaction, une vaste campagne de vaccination a été organisée à Luanda, épicentre de l'épidémie. 6 millions de personnes ont été immunisées. Les États-Unis et les grandes puissances ont annoncé ce lundi à Vienne être favorables à une levée de l'embargo de l'Organisation des Nations Unies sur les ventes d'armes à la Libye et être prêts à armer le gouvernement d'union nationale pour lutter contre les djihadistes. Le feu vert des grandes puissances occidentales pour armer le gouvernement de Tripoli qui appelle à l'aide pour faire face à la menace de l'État islamique. La communauté internationale appuiera la demande de Tripoli de lever l'embargo de l'ONU sur les armes afin de pouvoir acquérir l'armement et les munitions nécessaires pour combattre Daesh et d'autres groupes terroristes. Une nouvelle stratégie, alors que depuis plusieurs mois, beaucoup de voix plaidaient pour une intervention militaire occidentale en Libye, mais sur place, la présence de troupes étrangères sur sol libyen ne fait pas l'unanimité. Nous ne voulons pas de vos soldats. L'OTAN a fait déjà assez de dégâts ici. La Libye, plongée en plein chaos, un pays morcelé avec 2 capitales et qui s'inquiète de la montée en puissance de l'État islamique qui contrôle déjà les régions de Sabrata, non loin de la Tunisie, et de Sirte, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Ils sont 3500 combattants à Sirte, bien organisés.
Beaucoup viennent du Soudan, d'Égypte, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi du Yémen. Ces derniers mois, ils ont été rejoints par des hommes du califat venant d'Irak et de Syrie. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie d'expansion de l'État islamique au Maghreb, qui lorgne sur le potentiel du pétrole libyen et fait régner la terreur en Libye, qui connaît une crise humanitaire et migratoire sans précédent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.